Alors là, on est dans un lieu qui s'appelle le Tank, si j'ai bien compris, non loin de Bastille, pour enregistrer une émission avec le professeur Le Serre et le pharmacien. Ce qui tombe bien parce que c'est deux personnes dont j'apprécie beaucoup le travail. Donc je suis ravi de discuter pendant plus d'1 heure avec eux autour des questions des peurs alimentaires, des régimes sans gluten, lait, etc. etc. Tout le propos de mon livre tient sur un paradoxe, c'est-à-dire qu'on aurait pu croire qu'avec justement la disponibilité de l'information, l'augmentation du niveau d'études dans les démocraties, on aurait vu arriver à l'horizon des démocraties de la connaissance. Or, c'est pas ce que je constate. Et je pense que c'est pas ce que constatent la plupart de mes concitoyens. Au contraire, via les réseaux sociaux, via Twitter, Facebook, etc., via le net en général, eh bien, on voit un terrain de jeu qui fertilise beaucoup toute forme de crédulité collective. Alors quelquefois c'est amusant, comme quand on croit qu'il y a des pyramides au fond des océans. Quelques autres fois c'est un peu plus dangereux, comme lorsque ces croyances touchent la santé par exemple, et qu'on voit se diffuser de plus en plus de méfiance concernant les vaccins. Il y a 2 à 4 fois plus de méfiance parmi les Français concernant les vaccins que dans les années 2010, que depuis le début des années 2000. Donc on voit toutes sortes de croyances progresser. C'est vrai aussi pour le populisme politique, le conspirationnisme, etc. Donc j'essaye dans ce livre d'en faire non seulement le diagnostic, d'expliquer pourquoi et de proposer quelques solutions. D'abord, je les comprends parfaitement. Je ne fais pas autrement moi-même quand je suis inquiet que d'aller chercher des choses sur Internet. C'est donc tout à fait humain. Il ne s'agit pas de se moquer de qui que ce soit. Mais il s'agit de voir l'effet pervers que cela peut créer. Et justement, je dirais, dans le désintérêt en quelque sorte de ces patients, parce que les patients arrivent souvent, c'est ce que les médecins disent, qu'ils soient généralistes ou spécialisés, avec un pré-diagnostic. Et donc, dans certains cas, ça peut mener à la contestation du diagnostic du médecin, voire la consultation d'autres médecins, voire le recours abusif, dans certains cas, à l'imagerie médicale qui coûte extrêmement cher. Donc, ça a déjà un premier effet pervers en termes de coût collectif. Le deuxième point, c'est que ça rend les gens inquiets, voire hypocondriaques. En fait, nous sommes rentrés dans une société de l'hypocondrie collective qui est inquiétante évidemment. Et à cela, il y a 2 raisons. Premièrement, c'est qu'il y a toutes sortes de groupes militants sur la santé. On a parlé des vaccins, il y a des groupes anti-vaccins, mais il n'y a pas que les vaccins, il y a plein d'autres sujets qui concernent la santé, l'environnement, où il y a des groupes qui sont très militants et qui ont réussi à instaurer une forme, ce que j'appelle des oligopoles cognitifs, c'est-à-dire une domination sur le marché de l'information. Et cette domination, elle se traduit très simplement par le fait que quand vous cherchez une information, vous allez prioritairement tomber sur ces sites. Et comme ces sujets qui relèvent de la santé sont souvent techniques, et que, moi y compris, on n'y connaît pas grand-chose, eh bien on va être évidemment indécis sur ces questions, inquiet, et on va être pleinement impacté par la structuration du marché de l'information sur ces questions. Donc ça crée un deuxième effet délétère qui est celui-ci. Le troisième effet, et ça j'appellerais ça le syndrome Doctissimo, qui est un excellent site par ailleurs, mais où évidemment les gens qui apportent leur témoignage sont ceux qui ont eu les conséquences les plus graves de symptômes qui peuvent être anodins. Si vous avez mal à la tête et que ce mal de tête passe avec de l'aspirine par exemple, vous n'allez pas apporter votre témoignage à Doctissimo. En revanche, s'il s'avère que c'était une tumeur du cerveau ou quelque chose comme ça, vous aurez envie de témoigner pour avertir les autres. C'est une très bonne intention, mais vous le savez, l'enfer en est pavé, et ça va créer, disons, une collecte en quelque sorte de témoignages extrêmement inquiétants qui va contribuer à répandre cette hypocondrie collective que j'évoquais il y a quelques instants. Je pense qu'un des grands mots contemporains qui est tout de même les théories de la conspiration, et puisqu'en fait ces craintes concernant ces industries, qui ne sont pas toujours infondées d'ailleurs, il ne faut pas donner un chèque en blanc à ces industries bien entendu, mais elles sont quand même surveillées je crois, peut-être pas assez, on peut en discuter. En tout cas, les attaques, disons, sur la réputation de ces entreprises sont fondées généralement sur un argument qui est le cui prodest, qui veut dire à qui profite le crime. Et tous les conspirationnismes sont toujours fondés sur cet argument, à qui profite le crime. Donc à partir du moment où on imagine que cette industrie aurait plus intérêt à vendre ceci que cela, ou au contraire à cacher certaines découvertes qui pourraient sauver des vies, eh bien on imagine un peu tout et n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on peut toujours faire une narration de la réalité, quelle qu'elle soit. Par exemple, le surgissement d'Ebola, l'épidémie d'Ebola, peut être interprété comme servant un intérêt de ceci ou de cela. Mais c'est un raisonnement un peu absurde. Si vous y réfléchissez un instant, par exemple, les embouteillages servent sans doute ceux qui vendent de l'essence, mais il serait quand même un peu étrange d'imaginer que ce sont ceux qui vendent de l'essence qui créent les embouteillages. Non, c'est pas toujours parce qu'un groupe profite de quelque chose que c'est lui qui a créé ce phénomène. Mais
il faut toujours y regarder quand même d'un peu plus près. Gérald Bronner, merci. Merci à vous. À bientôt.